Bien, juste deux mots de remerciement à Stanislas Dehen pour m'avoir invité à faire partie de cette journée très importante. En tant qu'ancien instituteur, j'ai toujours été sensible aux problèmes d'éducation et je donc suis très heureux de faire partie aujourd'hui de cette démarche de réflexion. L'un des traits les plus fascinants de la cognition humaine au cours de son développement, c'est qu'entre 4 ans et 8 ans, la vitesse de traitement de l'information d'un enfant se multiplie par 3. Elle va doubler encore au cours de l'adolescence, et finalement, entre 4 ans et l'âge adulte, notre vitesse de traitement de l'information aura été multipliée par 10. Cette accélération avec laquelle on accomplit les tâches cognitives a été observée depuis très longtemps dans pratiquement l'ensemble des domaines de la cognition où elle a été étudiée. Et derrière cette augmentation de la vitesse de traitement de l'information joue un certain nombre de facteurs que je vais appeler aujourd'hui les ressources cognitives. Je n'aurai pas le temps de passer en revue toutes les ressources, ni même d'aller dans le détail dans certaines ressources, mais je vais me focaliser sur 3 ressources, l'attention, la mémoire et les stratégies, afin de voir comment elles évoluent avec l'âge et déterminent à la fois nos performances cognitives dans les différents domaines de la cognition et les possibilités d'apprentissage. Commençons par l'attention. Alors, aujourd'hui, on ne dit plus l'attention. En effet, l'attention est un système qui comprend plusieurs systèmes attentionnels. On peut faire plusieurs distinctions, et les psychologues en ont fait et en font toujours, selon différents critères. Alors, Stanislas nous en a présenté tout à l'heure sur la base des activités attentionnelles comme l'orientation, l'alerte. On pourrait faire les distinctions au niveau de l'attention qu'on appelle endogène, celle qui est générée par nous-mêmes, ou l'attention exogène, celle qui est activée par l'environnement, l'enseignant ou les stimuli. On peut aussi diviser l'attention sur la base des domaines dans lesquels elle intervient ou est mobilisée, comme l'attention spatiale, l'attention auditive. Et enfin, c'est la distinction que je reprendrai aujourd'hui, on peut distinguer les grandes fonctions de l'attention. Et on en distingue 5. Vous avez l'attention sélective qui consiste à sélectionner l'information ou les dimensions pertinentes dans une tâche pour réussir cette tâche. Nous avons l'attention partagée ou la capacité à accomplir plusieurs tâches en même temps, dont Stanislas Dehen nous a dit à juste titre qu'elle était très réduite dans notre système cognitif et encore plus chez l'enfant. Nous avons l'attention préparatoire qui consiste à nous préparer à traiter un stimuli. On va bien plus vite pour détecter le passage du feu au vert lorsque pendant le feu rouge on s'est préparé. Nous avons ce qu'on appelle la flexibilité attentionnelle qui consiste à alterner de manière très agile entre différents aspects de la tâche ou différentes tâches cognitives et l'attention soutenue qui caractérise notre capacité à rester concentré intensément pendant de très longues périodes. Je n'aurai pas le temps de regarder toutes les fonctions de l'attention, mais je vais me concentrer sur 2 fonctions pour illustrer comment les psychologues travaillent dans leurs recherches et faire les découvertes qu'ils font à propos des caractéristiques des différents systèmes attentionnels. Je vais me focaliser donc sur l'attention sélective et la flexibilité attentionnelle. Commençons par l'attention sélective. L'attention sélective, je le disais, c'est la capacité à sélectionner les aspects pertinents d'une tâche cognitive et à ne pas se laisser distraire par les aspects non pertinents. Dans nos laboratoires, on a développé un certain nombre de paradigmes ou de manières pour étudier cette attention sélective, les processus impliqués et leur développement chez l'enfant. Ici, par exemple, dans une tâche bien connue qu'on appelle la tâche du Stroop, on vous demande de dire quel est le nom de la couleur de l'encre dans laquelle le mot est écrit. Et vous voyez qu'ici, il faut dire rouge et ne pas dire vert. Autrement dit, il faut vous focaliser sur un aspect de la tâche qui est de dire la couleur et inhiber, ne pas se laisser distraire par l'activité de lecture qui n'est pas pertinente pour la tâche à accomplir. Quand on donne ce genre de tâche à des enfants et à des adultes, on compare les performances qu'ils ont dans 3 types de conditions expérimentales. Dans la première condition en bas, vous voyez, ce sont des X de couleurs différentes, et là, l'enfant ou l'adulte doit dire, par exemple, rouge, vert, bleu, etc. Dans la condition au-dessus, qu'on appelle la condition congruente, les 2 dimensions, activité de lecture et dénomination de la couleur, convergent vers la même réponse.
Ici, vous devez dire noir, rouge, jaune, vert, etc. Et dans la condition non congruente, vous voyez que les deux activités divergent. Quand on fait ça, voici les résultats qu'on observe tout au long de la vie. En fait, une partie qui passe là. En fait, vous voyez que la différence entre la condition congruente en bas en trait plein et la condition non congruente diminue au cours de l'enfance jusqu'à peu près l'adolescence, puis reste stable jusqu'à peu près 25-30 ans et ensuite continue d'augmenter, reprend une augmentation. Autrement dit, le temps que les gens mettent pour dire le nom de la couleur souffre de l'activité automatique de lecture. Et cette capacité de sélectionner l'activité de dénomination de la couleur s'appuie sur notre capacité à inhiber la dimension non pertinente. Et en fait, c'est ce qui se passe souvent dans nos classes lorsqu'on invite les enfants à ne pas se laisser distraire, j'allais dire, par la mouche qui vole pendant qu'on fait de l'orthographe. Un autre type de tâche pour illustrer ce genre d'études. Vous voyez ici, vous avez deux ensembles de lettres, un à droite, un à gauche. Dans l'un des ensembles, vous avez une lettre qui diffère et vous devez appuyer sur le bouton réponse le plus rapidement possible pour dire dans quel ensemble ça diffère. Ici, vous avez vu que c'est à droite la lettre P qui est différente de la lettre B. Alors, on présente aussi des figures comme ça. Vous appuyez sur une touche pour dire quand vous voyez un rectangle. Vous appuyez sur une autre touche de l'ordinateur le plus rapidement possible quand vous voyez un cercle. Et vous étudiez les temps de réponse dans différentes conditions. Vous voyez en haut à gauche, c'est présenté, l'item cible est présenté avec des distracteurs qui ne sont pas semblables à la cible que vous devez détecter. À droite, vous voyez les distracteurs semblables et en bas, vous voyez sans distracteur. Quand on fait ça chez les enfants, voici ce qu'on observe. Vous voyez par exemple à 4 ans, le temps de la condition sans distracteur ici en rouge est plus rapide que le temps de la condition distracteur. Vous avez une différence de 522 millisecondes, ce qu'on appelle un effet d'interférence. Et vous voyez que cette différence entre les deux diminue avec l'âge, pour passer de 522 millisecondes à 427 millisecondes à 5 ans, puis à 241 millisecondes à 7 ans, et chez les adultes, vous n'avez même plus de différence, puisqu'elle n'est pas significative, cette différence de 65 millisecondes. Autrement dit, les adultes sont capables de rester focalisés sur une dimension d'une tâche cognitive sans se laisser distraire par les dimensions non pertinentes. Tandis que chez les enfants, ceci a un coût cognitif extrêmement important, puisque vous voyez qu'on divise par 2 quasiment entre 4 ans et 7 ans cette capacité à ne pas nous laisser distraire. Si on voulait donner une quantification plus générale, vous voyez qu'en unité arbitraire, de 4 ans à 20 ans, vous multipliez par 8 votre capacité d'attention sélective, sachant que cette capacité-là est extrêmement bien prédictrice des performances scolaires. Le même raisonnement est adopté dans l'étude des différentes fonctions de l'attention et leur développement avec l'âge. Ici, je peux l'illustrer dans une deuxième fonction de l'attention qu'on appelle la flexibilité attentionnelle. La flexibilité attentionnelle, c'est le contraire de la rigidité mentale, c'est-à-dire c'est votre capacité à jongler entre différentes tâches cognitives et à passer d'une tâche à une autre très rapidement. C'est un très bon indicateur de votre flexibilité mentale générale. Alors comment ça s'étudie en laboratoire ? Bien, c'est tout simple. Imaginez que vous veniez dans nos laboratoires et on vous présente sur un écran d'ordinateur des photos de visages. Ces visages peuvent être des photos d'hommes ou de femmes, ou des photos de gens tristes ou heureux. Et à certains essais, on vous demandera de catégoriser les visages sur la base du fait que c'est des photos d'un homme ou d'une femme, et sur d'autres essais, sur la base du fait qu'ils représentent un visage triste ou heureux. Ce qui est intéressant, c'est de comparer le temps qu'on met lorsque, d'un essai à l'autre, on répète la même tâche, et le temps qu'on met lorsque, d'un essai à l'autre, on change de tâche, afin d'évaluer la vitesse avec laquelle vous êtes capable de changer de tâche. C'est cette vitesse qu'on appelle la flexibilité mentale ou la flexibilité attentionnelle. Quand on regarde ça, ici, c'est dans une étude qui a été conduite auprès de 10 000 personnes, on voit qu'entre 10 ans et 16 ans, la différence entre le temps où on change et le temps où on répète la même tâche d'un essai à l'autre est de 270 millisecondes à 10 ans pour tomber à 80 millisecondes, c'est-à-dire 3 fois moins importante à 16 ans. Mais à partir de 16 ans, on commence à vieillir. En effet, vous avez un nouveau départ d'une augmentation
de la différence entre le temps aux tâches répétées et le temps aux tâches... Alors, ce n'est pas le cas pour toute la cognition, je vous rassure, hein. Il y a des fonctions cognitives qui se détériorent bien après 16 ans, bien après 30 ans, et si on touche le langage, il faut attendre 75 ans. Ce genre de paradigme a été utilisé avec des enfants plus jeunes. Ici, vous voyez, vous avez deux types de tâches, et on vous demande « dis-moi quel est le nombre que tu vois apparaître à l'écran », ou alors « dis-moi combien de chiffres tu vois apparaître à l'écran ». De temps en temps, vous allez accomplir la même tâche d'un essai à l'autre. De temps en temps, on va vous demander de changer de tâche. Et on voit que de 6 ans, vous voyez, à même 11 ans, la différence entre les essais répétés et les essais non répétés diminue. Et ceci a même été étudié chez les enfants encore plus jeunes, avec des paradigmes tout à fait adaptés à des enfants de cet âge-là. Les mêmes travaux ont été conduits dans toutes les fonctions de l'attention. Et vous voyez, la démarche d'un psychologue du développement cognitif, c'est de prendre les paradigmes établis en psychologie cognitive de l'adulte, paradigmes dans lesquels on sait quels sont les mécanismes cognitifs impliqués, pour voir comment ils évoluent au fur et à mesure du développement cognitif de l'enfant. On peut le regarder aussi au niveau de la mémoire. Alors, de la même manière que tout à l'heure, je vous disais, il n'est pas possible de parler de l'attention, parce que l'attention est un grand système qui est subdivisé en sous-systèmes. Eh bien, il en est de même de la mémoire. En effet, aujourd'hui, aucun psychologue ne va parler de la mémoire, mais il va parler de quel type de mémoire dans lequel il travaille. Et vous voyez qu'on peut, là aussi, faire plusieurs distinctions entre les différents types de mémoire, mais ici, je reprends une distinction un peu classique par un collègue canadien qui fait la différence entre 5 systèmes de mémoire. Vous avez la mémoire de travail, qui est le mot plus moderne pour dire mémoire à court terme, et qui consiste à stocker et traiter temporairement les informations, comme lorsque on stocke par exemple un numéro de téléphone temporairement pour, avant de le composer, le temps de le composer et qu'on oublie tout de suite après. Vous avez ensuite les systèmes de mémoire à long terme. Premièrement, la mémoire sémantique, qui est la mémoire des connaissances générales. Le fait que je sache, par exemple, que Paris est la capitale de la France est stocké dans cette mémoire-là, sachant que cette mémoire-là peut être détériorée en cas d'accident cérébrovasculaire, par exemple, ou même au cours du vieillissement. Les patients atteints d'un maladie d'Alzheimer, à qui vous montrez, par exemple, une chaise là et qui vous dit bah, « ça, c'est simple, c'est une boîte à chaussures ». Le troisième système mémoire est la mémoire procédurale, celle dans laquelle on stocke et récupère les informations pour accomplir des tâches, ce qu'on appelle les procédures. Au niveau de l'école, par exemple, Michel Fayol nous parlera des procédures d'orthographe, mais il s'agit aussi de la mémoire du savoir comment jouer au piano, comment jouer au tennis, comment apprendre l'anglais ou faire des maths. Le système de représentation perceptive est le système qui nous permet, par exemple, de reconnaître les formes, les visages ou les objets. Enfin, la mémoire épisodique est la mémoire des épisodes de vie personnelle dans laquelle on va stocker des souvenirs émotionnels et non émotionnels des événements qui nous sont arrivés avant. Alors, cette distinction entre les différents systèmes est légitimée par des données scientifiques parce qu'en effet, les différents systèmes obéissent à des lois de fonctionnement relativement différentes, se développent à des vitesses différentes aussi bien chez l'enfant qu'au cours du vieillissement et ne sont pas affectés de la même manière lors d'accidents cérébrovasculaires. Néanmoins, malgré ces différences, ces systèmes mnésiques comportent un certain nombre de points communs ou d'invariants. Les deux grands invariants que l'on peut citer, c'est le fait que les différents systèmes de la mémoire, en particulier la mémoire à long terme, s'appuient sur des représentations mnésiques et mettent en œuvre des processus différents. Les représentations mnésiques, la question est de savoir comment nos connaissances sont-elles stockées en mémoire, comment sont-elles organisées et comment je fais pour récupérer ces informations. Question cruciale lorsqu'on réfléchit aux problèmes d'éducation. Examinons d'abord quelques données sur les représentations mnésiques et leur évolution avec l'âge. En fait, depuis plus de 30 ans maintenant, les psychologues savent que dans notre mémoire, les concepts sont organisés sous la forme de réseaux associatifs qu'on appelle des réseaux sémantiques ou non sémantiques. Par exemple, à droite, vous avez une portion de mémoire sémantique associée au concept de fruit. Si je vous dis fruit, très rapidement, vous pensez à pomme, cerise, kiwi ou n'importe quel fruit, ça dépend de là où vous vivez aussi. Quand je vous dis fruit, le nœud
représentant ce concept en mémoire sémantique est automatiquement activée. Cette activation va se diffuser, elle aussi, de manière automatique, au sein du réseau de mémoire et nous amener à penser, consciemment ou inconsciemment, au concept associé. Il en est de même pour la mémoire épisodique. Ici, à gauche, par exemple, si vous vivez à Marseille et qu'on vous dit une table au sud, tout le monde sait que c'est un super resto sur le Vieux-Port auquel on mange de la cuisine nouvelle assez intéressante. On peut décrire les représentations mnésiques dans les différents champs conceptuels. Vous avez ici à droite le réseau sémantique associé au concept d'animaux, mais il en est de même pour l'arithmétique ici associée à gauche. Alors comment les psychologues essaient d'étudier l'organisation et le développement de l'organisation de ces réseaux sémantiques? Eh bien, dans une très vieille étude que nous avions faite avec Michel Fayol, du temps où dirigeait ma thèse à Dijon, on a utilisé un paradigme très classiquement utilisé en psychologie du langage qu'on appelle le paradigme d'amorçage. Ici, dans ce protocole, vous montrez aux enfants une petite croix de fixation, vous voyez, pendant 500 millisecondes. Une petite croix qui veut dire « attention, fais attention ». Hein. Puis, vous montrez une paire de nombres, 3, 5. Très rapidement, 80 millisecondes, 120 millisecondes, 240 millisecondes, 480 millisecondes. Vous faites varier ça d'un essai à l'autre de manière aléatoire. Ensuite, et c'est là la clé, vous montrez un nombre cible. Alors vous allez montrer 3, vous allez montrer 5. L'enfant doit dire si le nombre cible qu'on lui montre était présent dans la paire de nombres préalablement présentés. La moitié des nombres, il va devoir dire oui, puis l'autre moitié va dire non. Et on va manipuler le type de nombre sur lequel il va dire non. Vous voyez, ici, 8, c'est la somme de 3 et de 5. Et 7, c'est la somme de rien du tout, en tout cas pas de 3 et de 5. C'est ce qu'on appelle un item neutre. Et on dit à l'enfant de répondre le plus vite possible. Vous voyez, vous lui donnez à peu près 300 problèmes comme ça, il adore ça, il vous le fait pendant 3 quarts d'heure sans s'arrêter. Quand on donne ça d'abord à des adultes, voici ce qu'on observe, regardez. Quand on présente la paire de nombres à 80 millisecondes, vous voyez que les adultes vont plus vite lorsque le nombre cible présenté est neutre. Ils mettent 782 millisecondes pour vous dire « non, ce nombre n'était pas dans la paire préalablement présentée ». Quand vous lui présentez la somme, il met 126 millisecondes. 126 millisecondes, c'est rien. Ça va très vite pour le cerveau. Et les gens s'en rendent à peine compte. Mais vous voyez que dès 240 millisecondes, il n'y a plus de différence. Qu'est-ce qui se passe pour que ici vous ayez 126 millisecondes de plus pour dire « non, le nombre 8 n'était pas présenté dans la paire de nombres ». En fait, quand vous avez présenté au système cognitif 3 et 5, le système cognitif va automatiquement activer 3 et 5. L'activation va se diffuser au nombre auquel ces deux nombres-là sont reliés, comme par exemple la somme, à condition bien sûr que vous sachiez vos tables d'addition. Qu'en est-il chez les enfants au cours de l'école primaire? Avec Michel Fayol, on avait testé des enfants de CE1, CE2, CM1, CM2. Et vous voyez qu'au CE1, ici à gauche, quand on regarde par exemple les petites sommes, les sommes moyennes et grandes sommes, la différence entre la somme et le neutre de 294 millisecondes n'est significative que pour les petites sommes. À 8 ans, au CE2, vous voyez que la différence devient significative pour les petites sommes et les sommes de taille moyenne, mais pas pour les grandes sommes. Dès le CM1 et au CM2, en revanche, vous voyez une généralisation du phénomène qu'on appelle un phénomène d'interférence, où la différence entre les deux est significative sur les petits, les grands, et les petits, les moyens et les grands nombres. À partir de ce genre de données qui a été répliqué de nombreuses fois, les psychologues sont à même de cartographier l'organisation des connaissances numériques en mémoire à long terme chez l'enfant et leur développement. Si je voulais donner une petite simulation très artisanale, vous voyez ici le réseau sémantique des faits arithmétiques élémentaires chez un enfant de CE1, puis chez un enfant de CE2 et chez un enfant de CM1, CM2. Vous voyez, ce qui se passe, c'est que l'enfant va non seulement stocker les nombres et les représenter de manière solide, distincte dans sa mémoire sémantique, il va créer des liens associatifs, et certains liens, vous voyez, vont avoir des forces associatives plus importantes que d'autres. Par exemple, 3 et 4 ont des liens associatifs bien plus forts que 1 et 4, simplement par les relations de succession dont des collègues canadiens ont montré que c'était les premiers types de liens que les enfants avaient. Et puis, par le jeu des apprentissages scolaires,
cette mémoire sémantique va se modifier, non seulement s'enrichit en termes d'unités d'informations qui vont être stockées, mais de relations entre ces informations, c'est bien que la configuration du réseau sémantique va changer, ainsi que les procédures d'accès, les vitesses d'accès à ces informations en mémoire à long terme vont changer au cours du développement de l'enfant, en particulier sous l'influence des apprentissages scolaires. En plus des représentations sémantiques des informations en mémoire à long terme, les performances mnésiques et leur évolution avec l'âge vont être crucialement affectées par le type de mécanisme mnésique mis en œuvre, par le type de processus que l'enfant va utiliser ou le type de stratégie. Ce qu'on appelle les stratégies, c'est la somme des processus qu'on met en œuvre dans une tâche. Supposez que vous veniez à Marseille, il se passe des choses intéressantes à Marseille, c'est une belle ville, hein, et on peut y faire des expériences de psychologie. Si vous veniez dans mon laboratoire, par exemple, bien, on pourrait vous soumettre à une tâche classique de mémoire. Alors, comment ça se passe une manip de mémoire dans un laboratoire de psycho? Bien, vous avez, voyez, une première étape qu'on appelle l'étape de stockage, dans laquelle je vais vous donner, par exemple, je vais vous présenter sur un écran d'ordinateur une liste de mots isolés, comme par exemple chien, pomme, poire, etc. Ou alors, je vais vous présenter des paires de mots, hein, comme par exemple tomate, haricot. Alors, je vais vous dire, attention, il faut bien les mémoriser, hein, parce que tout à l'heure, je vais vous tester. Ou alors je ne vous dis rien du tout, puis je vous fais un test surprise. Vous savez comment les psychologues sont un petit peu sadiques, donc ils font des choses comme ça au service de la science. Hein. Deuxième étape, c'est l'étape de maintien. On va faire varier la durée entre le maintien et le rappel, ou on va vous donner ou non une tâche qu'on appelle de distraction. Par exemple, je vais vous faire compter de 3 en 3 à rebours en partant de 151. Donc vous me faites 151, 148, 145, 142 et autre chose passionnante comme ça, mais à un moment donné, je vous dis stop. Okay, pour passer à la troisième étape qu'on appelle l'étape de rappel. Là, je vais vous dire, tiens, tu peux me rappeler tous les mots de la liste que tu as appris tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle du rappel libre, dans l'ordre où tu veux. Ou alors on a aussi ce qu'on appelle du rappel indicé. Par exemple, si vous avez appris une paire de mots, je vais vous donner le premier mot de chaque paire, et vous allez me redonner le deuxième mot. Alors on peut aussi vous donner une tâche de reconnaissance. Ben, vous voyez, je vais vous donner une liste de mots. Certains faisaient partie de la liste des mots que vous avez appris tout à l'heure, et d'autres ne faisaient pas partie. Je vais vous demander d'appuyer sur une touche de l'ordinateur pour dire quand le mot faisait partie de la liste et quand le mot ne faisait pas partie de la liste. La moitié des mots faisant partie de la liste, l'autre moitié étant des mots nouveaux. Alors, quand on étudie, ça c'est le protocole classique, quand on étudie après les processus mnésiques, on fait la distinction entre les grandes stratégies ou les processus d'encodage de l'information, du maintien de l'information et de récupération de l'information, ce qui correspond aux 3 grandes étapes d'une étude sur la mémoire. Alors quand on fait ça, bien, par exemple, on peut regarder la différence ici, vous voyez, entre les performances des enfants dans une tâche de rappel et une tâche de reconnaissance. Regardez ce qui se passe. Quand vous faites ça à 6 ans, vous lui donnez à l'enfant, sur la même liste de mots, hein, une tâche de rappel, il vous rappelle 20% des mots. Si vous lui donnez une tâche de reconnaissance, il vous rappelle 58% des mots, c'est-à-dire presque 3 fois plus. Je trouve que c'est assez fascinant que le système cognitif, selon la tâche à laquelle vous allez le soumettre, il va être capable d'une performance qui soit 3 fois supérieure ou 3 fois inférieure. Ici, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que la tâche de reconnaissance, le système cognitif n'a pas lui-même à développer des procédures de recherche en mémoire à long terme des informations. Il a à faire la distinction entre les mots nouveaux et les mots anciens. Dès lors que vous soulagez un petit peu le système cognitif, les performances peuvent être accrues, ce qui peut être extrêmement important à garder en tête dans nos interventions pédagogiques. Mais cela signifie que les enfants de 6 ans, ils avaient stocké au moins 60% du matériel. Sauf que la manière dont on les a testés n'en faisait apparaître que 20%. Vous voyez que cette différence entre tâche de reconnaissance et tâche de rappel va en diminuant pour passer de 3 fois à 6 ans à 2 fois à 12 ans. Tout se passe comme si, avec le développement, ce qui se passait de manière assez intéressante, c'est que le système cognitif va se donner des capacités supplémentaires, à se donner des indices pour récupérer. L'une des difficultés souvent que nous avons pour récupérer une information, c'est le cas du mot sur le bout de la langue par exemple,
c'est qu'on n'arrive pas à trouver les bons indices pour entrer dans notre mémoire à long terme et activer la bonne entrée. Et vous voyez qu'avec l'âge, cette capacité-là augmente. On pourrait montrer d'autres données qui vont dans ce sens-là. Autrement dit, tout se passe comme s'il y avait, sous l'effet du développement cognitif, une modification des mécanismes ou des stratégies de rappel de l'information. Je vais passer vite parce que je veux rester dans les temps, pour regarder les stratégies d'encodage des informations à mémoire à long terme. Parce qu'en effet, pour avoir des informations, il faut les avoir stockées. Alors comment on s'y prend? Bien, les psychologues, au cours de ces 20 dernières années, ont découvert qu'il y a plusieurs stratégies d'encodage. Ici, je les ai illustrées. Par exemple, si je vous donne une liste de paires de mots à apprendre, comme par exemple chaise, chien, vous pouvez faire plusieurs choses avec ces mots-là. Vous pouvez par exemple auto-répéter mentalement le matériel. Vous faites chaise, chien, chaise, chien, chaise, chien. C'est pas très pratique, mais bon, ça aide à la mémorisation. Vous pourriez aussi par exemple donner des synonymes ou des mots qui riment. Vous pouvez aussi par exemple faire des phrases avec les mots à apprendre. Par exemple, le chien est assis sur la chaise. Ou vous pouvez même carrément faire des images mentales. Le type de stratégie qu'on utilise à l'encodage, comme au maintien ou comme au rappel, va influencer grandement les performances. Et ce qui est assez intéressant au cours du développement cognitif, eh bien, c'est la modification du type de stratégie que les enfants utilisent, la modification de la manière dont ils vont utiliser leur mémoire à contenu constant. Vous voyez ici, par exemple, une très vieille étude dans les années 60 où on regardait le pourcentage d'utilisation de l'autorépétition mentale chez les enfants de maternelle, des enfants de CE1 et des enfants de CM2. Vous leur donnez des images à apprendre, vous leur donnez des listes d'objets à apprendre, des listes de mots. Eh bien, vous voyez que seulement 10% des enfants d'école maternelle pensent à utiliser l'autorépétition mentale, tandis que presque tous les enfants dès 10 ans pensent à utiliser l'autorépétition mentale. Dans des études un petit peu plus récentes, on a sophistiqué un peu le protocole, et en réalité, bon, il y a plusieurs formes de répétition mentale. Hein. Vous avez la répétition unique, vous avez la répétition multiple, vous avez la répétition verbale, littérale, ou vous avez aussi la répétition d'élaboration. Vous voyez ici, par exemple, en 89, McGilly et Siegler ont montré que de la maternelle au CE2, la fréquence avec laquelle les enfants utilisent les différentes stratégies varie. Par exemple, vous avez la répétition unique qui passe de 56% à 29% et à 16%, tandis que la répétition multiple ou itérative passe de 24% à 63% et à 78%. L'une des clés du développement cognitif et sa manière de le caractériser, va être de bien comprendre non seulement les stratégies que l'enfant utilise, mais aussi la fréquence avec laquelle il utilise les différentes stratégies. Pour le psychologue, c'est extrêmement important, s'il veut rendre compte des performances cognitives et de leur évolution avec l'âge, de bien connaître ces différentes stratégies. Bien sûr, pour les pédagogues, c'est de capitaliser sur ce qu'on a appris pour accélérer et maximiser les performances, en tout cas les stratégies que les enfants peuvent utiliser pour utiliser leur mémoire. Alors, au cours même de la même année, où ici c'est une étude longitudinale, c'est le même enfant qui a été testé tous les 6 mois, pendant 2 ans, par des collègues américains, ils ont montré que nous avons aussi une évolution, vous voyez, à 8 ans et à 10 ans, l'évolution des fréquences d'utilisation. Alors, cette évolution des distributions stratégiques n'est pas uniquement observée dans la mémoire. Nous l'avons fait avec un collègue américain, Siegler, au niveau du calcul mental. Eh bien, quand on regarde, par exemple, dans des tâches toutes simples de multiplication, de type 3 x 4, 6 x 7, etc., on avait fait cette étude-là chez des enfants français au CE1, qu'on avait suivi longitudinalement pendant toute une année, et on a regardé l'évolution de leur stratégie tout au long de l'année, avant qu'ils commencent à apprendre les tables de multiplication, pendant qu'ils les apprenaient, et ensuite à la fin de l'apprentissage. Et vous voyez qu'il y a une évolution de la distribution, de la fréquence avec laquelle ils utilisent la récupération directe des informations en mémoire à long terme, ou alors le comptage, soit sur les doigts, soit mentalement, etc. Et cette évolution de la distribution stratégique a été observée dans tous les domaines de la cognition où elle a été étudiée. Comme je le disais, c'est extrêmement important d'étudier et de savoir quelles sont les stratégies que les enfants utilisent, parce qu'en effet, selon le type de stratégie qu'ils utilisent, les performances cognitives ne vont pas du tout être les mêmes. Regardez ici, dans cette étude qui est sortie cette année, où les auteurs ont regardé le pourcentage d'utilisation des différentes stratégies mnésiques. Ici, c'est la répétition multiple. Chez les enfants de CE1, de CE2 et de CM1, vous voyez, les CE1 répètent multiples fois, dans 21% des cas, et ceux de CM1 dans 63% des cas. Et quand on regarde leur performance mnésique, c'est des listes de mots à apprendre. Ils avaient 12 mots au maximum, qu'on présentait toutes les 8 secondes, et vous voyez qu'ils passent d'un taux de rappel de 4,9 à 6,3.
Enfin, la dernière dimension stratégique importante à étudier, c'est la capacité à sélectionner la meilleure stratégie. C'est-à-dire que vous avez des enfants qui ont leur répertoire stratégique, qui sont capables de changer de stratégie d'un item à l'autre, ils ont une flexibilité attentionnelle et mentale, mais pour eux, il est difficile de sélectionner la bonne stratégie sur le bon item. Les profs de maths au collège savent souvent qu'il y a des enfants qui savent comment résoudre des équations, mais ils ne savent pas comment il faut résoudre. Eh bien ici, nous pouvons l'illustrer dans une de nos études qu'on a sorties l'année dernière, où on a donné des tâches toutes simples, vous voyez, comme 67 plus 39 à des enfants de CE2, CM2, 5e. Rassurez-vous, on ne leur a pas demandé de calculer la somme exacte. On leur a demandé de calculer une somme approximative. On leur a dit, voilà, pour trouver une somme, tu peux utiliser deux stratégies. La stratégie d'arrondi inférieur, tu vas faire 60 plus 30, puis tu vas me dire 90. Ou la stratégie d'arrondi supérieur, 70 plus 40, et tu vas me donner 110. Pour chaque problème, ce que je veux, c'est que tu me donnes la meilleure stratégie. Tu sais, la meilleure stratégie, c'est celle qui va se rapprocher le plus de la somme exacte. Et on a regardé la fréquence avec laquelle les enfants sont capables de sélectionner la meilleure stratégie. Et vous voyez que cette fréquence augmente de manière très importante au cours du développement. Les enfants de 5e étaient capables de le faire dans 93% des problèmes, tandis que les enfants de CE2 dans 65% des problèmes. Alors, il y avait des problèmes pour lesquels c'était très facile, comme par exemple 67 plus 39, c'est à coup sûr la stratégie d'arrondi supérieur, ou 61 plus 32, c'est à coup sûr la stratégie d'arrondi inférieur, mais quand vous faites 67 plus, par exemple, 32, là, c'est un petit peu plus difficile. Enfin, il est très important de savoir exécuter correctement et rapidement une stratégie. Ici, nous avons par exemple des données qu'on a sorties avec une doctorante il y a 3 ans, où on a comparé le temps où les enfants mettent lorsqu'ils ont le choix entre plusieurs stratégies et le temps lorsqu'ils n'ont pas le choix, où on leur dit nous-mêmes quelle stratégie utiliser, au CM2, en 5e et chez les adultes. Vous voyez, chez les adultes, quand ils ont le choix, eh bien, ils vont bien plus vite que quand ils n'ont pas le choix. Finalement, dans la vie, ça sert à ça, les choix, à faire bien et vite. Mais voyez que ça ne nous est pas donné d'avance. C'est au fur et à mesure de la progression dans les connaissances numériques que les enfants sont capables d'ajuster leurs choix stratégiques à chaque problème de sorte à optimiser leur performance. Et l'une des clés de l'apprentissage va aussi d'apprendre aux enfants à bien sélectionner les stratégies. Alors, il y a des composants purement de connaissances, puis des composants métacognitifs dont Joël va nous parler tout à l'heure, qui sont clés dans la capacité à sélectionner la meilleure stratégie. Je vais, pour respecter le timing, donner quelques lignes de conclusion et de synthèse de ce que j'ai raconté. On peut tirer 4 ou 5 grandes conclusions de ces travaux du développement cognitif et des ressources cognitives avec l'âge. Premièrement, le développement cognitif est influencé par les apprentissages de l'enfant. Et en retour, les apprentissages influencent le développement cognitif. Deuxièmement, le développement cognitif est aussi sous la dépendance de l'évolution des ressources cognitives, qu'il s'agisse des ressources attentionnelles, mnésiques ou des ressources stratégiques. Troisièmement, aussi bien pour la mémoire que pour l'attention, le système cognitif est subdivisé en sous-systèmes et chaque sous-système présente des caractéristiques à la fois générales, mais aussi, donc partagées avec les autres systèmes, mais aussi très spécifiques. Quatrièmement, les performances cognitives et leur évolution avec l'âge sont sous-tendues par des changements dans les bases de connaissances, à la fois la richesse et la qualité de l'organisation des représentations mnésiques correspondant à ces connaissances pour une mobilisation plus aisée, mais aussi par des changements au niveau des processus ou des stratégies cognitives. Les changements, cinquièmement, au niveau des stratégies avec l'âge, comprennent à la fois le type de stratégie ou le répertoire stratégique, la fréquence avec laquelle les stratégies sont utilisées ou la distribution stratégique, la capacité à exécuter rapidement et correctement les stratégies, qu'on appelle l'exécution stratégique, et enfin, la sélection stratégique ou la capacité à sélectionner la meilleure stratégie sur chaque problème. Donc, dans cet exposé, j'ai montré comment le développement des ressources attentionnelles, mnésiques et stratégiques influence les performances cognitives, mais aussi l'apprentissage et leur évolution avec l'âge. L'âge n'est pas le seul facteur à influencer ces grandes ressources. En effet, mais je n'aurai pas le temps d'en parler, il y a les stimuli. Selon les domaines dans lesquels ces grandes ressources sont mobilisées, nous n'allons pas avoir les mêmes performances. Il y a des enfants qui peuvent être très bons en mathématiques et moins bons en français. C'est une banalité que de dire ça, même si les processus, par exemple, attentionnels, la sélection attentionnelle, l'attention sélective, met en œuvre exactement les mêmes processus. Il y a donc une interaction avec le type de stimuli, le type de domaine cognitif, mais aussi avec les situations. Si vous donnez
aux enfants des tâches à accomplir avec un maximum de rapidité, que vous mettez des pressions temporelles, les performances ne vont pas être les mêmes que si vous leur laissez le temps de faire les tâches cognitives que vous leur demandez. Pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est le petit quart d'heure de pub. Il y a quelques-uns de mes bouquins qui peuvent être lus pour avoir une vision plus riche et un peu plus augmentée de ça. Je vous remercie infiniment de votre attention.